Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être là un samedi matin. Merci beaucoup Susanna, Christian, pour m'avoir fait confiance pour organiser cette journée. C'est super cool. Merci à la ville de Nancy, au musée des Beaux-Arts pour nous accueillir ici, pour nous accueillir dans des super bonnes conditions. Merci, je voulais dire merci aussi à Pierre McMahon qui m'a fait découvrir l'équipe et la ville et qui a permis que en fait, ça existe. Et puis merci à Sophie Toulouse pour tout le reste, parce que c'est super de travailler avec votre équipe, avec toi en particulier. Donc merci vraiment beaucoup pour cet accueil. Merci bien sûr à tous les invités et toutes les invitées qui sont là, que vous allez découvrir aujourd'hui, qui se sont pris au jeu de préparer ce moment depuis quelques semaines avec moi. Et puis merci en particulier à Pauline Guinard qui est ici, qui est géographe, à Pierre-Édouard Viali qui est ici, qui est sociologue, que vous allez entendre un peu plus longuement que les autres et qui ont joué le jeu de venir parler en chercheurs et en copains, copines. Et ça me fait très plaisir de les avoir ici avec nous aujourd'hui. On m'a dit, quand il faut, pour préparer cette journée, au début des discussions avec Susanna, Sophie, Pierre et Cécile, on m'a dit, bon, bah, toi, on va parler d'art urbain. Cécile, elle va plutôt parler de l'art, et toi, tu vas plutôt parler de l'urbain. Enfin, comme ça que j'ai compris un peu la commande. Bon, du coup, c'était assez libre, et ça, c'était très, très chouette. Pour parler plutôt de l'urbain, bah, je me suis appuyée sur ce qui m'intéresse, c'est comment on fabrique les villes, comment plein de gens participent à fabriquer les villes et comment ils utilisent les pratiques artistiques dont on va parler et qui ont été explorées plus en détail et plus en profondeur la semaine dernière autour de Cécile pour fabriquer les villes. Alors moi, je suis politiste, donc je fais de la science politique, enfin de la sociologie de l'action publique, des trucs super intéressant. Et mon approche, c'est un peu de se demander qui sont celles et ceux qui s'emparent de l'art urbain pour fabriquer les villes. Et pour cette journée, j'ai eu envie de les réunir, de les observer, se parler entre eux. C'est un truc qu'on a un peu l'occasion de faire quand on est chercheur, de voir comment les gens qu'on observe se rencontrent, comment ils échangent, qu'est-ce qu'ils ont à dire quand ils sont les uns et les unes avec les autres. Et je pense que c'est ça le principal intérêt de cette journée, c'est aussi vraiment de produire une grande discussion avec des gens que moi j'ai l'impression d'avoir croisés trop rapidement jusqu'ici, ou voire pour certains, certaines de ne les avoir jamais croisés, et peut-être que eux et elles aussi se croisent rapidement. Donc là on a le temps de mener une grande discussion toute la journée ensemble, avec des trajectoires et des travaux qui sont très différents selon les uns, les unes, les autres, mais un point commun, il me semble, c'est que tout le monde aujourd'hui porte un certain regard sur la ville en cherchant un regard qui leur est particulier, un regard qui s'inscrit, qui s'imprègne dans le travail qu'ils et qu'elles font, et un regard qui les aide à œuvrer, à rendre la ville un peu moins homogène, un peu moins uniforme, un peu moins standardisée. Je pense que ça, c'est le point commun qui les réunit, enfin, on va voir. Mais, et c'est aussi ça qui m'intéresse dans cette journée à travers les différentes thématiques qu'on va aborder, c'est de se demander comment on fait pour vivre, pour participer à fabriquer ensemble des environnements urbains qui soient pas trop aseptisés, voire essayer d'aller à l'encontre de processus qui aseptisent, qui uniformisent nos villes. Alors pour ça, on va en parler en 3 temps, avec un premier temps où on va plutôt se dire dans les manières de pas trop aseptiser la ville. Il y a des gens qui inventent des métiers. D'abord, ils deviennent des professionnels de leur activité et ils se positionnent comme des professionnels de l'art, de la médiation, de l'intermédiation, de la curation, pour faire leur travail dans des cadres qu'ils créent en partie, mais dont ils se jouent aussi. Et on va voir aussi ce rapport aux cadres légaux et illégaux qu'ils entretiennent dans leur métier, dans leur pratique professionnelle. Un petit peu plus tard, pour se demander comment on fait pour vivre dans des environnements urbains qui sont pas trop aseptisés, là on va plutôt réfléchir à des expériences de production d'art et d'esthétique dans l'espace urbain qui ont pour objectif de sensibiliser les
les usagers de l'espace public, les habitants, et aussi qui ont pour but de changer sensiblement la ville. Et on va travailler autour de cette question de la sensibilité que peut suggérer l'art quand il est produit dans l'espace public. Après, on ira manger. Et on reviendra, on mange pas trop, hein. On est alerte à 14h. Et pour les 2 dernières heures, on se demandera cette fois-ci comment faire pour vivre dans des environnements urbains qui ne soient pas trop aseptisés, en essayant cette fois-ci de changer les politiques publiques. Et là, on réfléchira un peu plus à des rouages et à des mécanismes qui permettent aux politiques publiques d'accompagner, d'encadrer, de financer la production de l'art urbain et la professionnalisation des gens dont on aura parlé un peu plus tôt. À chaque fois, il y aura 3 ou 4 personnes autour de moi pour discuter. Pierre-Édouard, Pauline et moi, on va faire des petites intros au début. Et puis après les discussions, il y aura un temps d'échange collectif, commun, avec toutes et tous dans la salle. Et on va essayer de tenir le temps pour que tout ça soit rythmé et que la discussion avance au fil de la journée. Maintenant, c'est le moment où je passe la parole à quelqu'un d'autre. Donc, merci encore beaucoup pour votre présence. Et puis donc Pierre-Édouard Weil va commencer par prendre la parole pour nous parler des professionnels de l'art urbain. Pierre-Édouard Weil, tu es sociologue, maître de conférence en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale. Et il est aussi il est un politiste qui allait... Bon, on est sociologue, en fait, on va dire en vrai. Hein. Ouais. Je te remercie d'avoir accepté de venir et d'avoir préparé une présentation sur les questions de professionnalisation, par ailleurs, qui est des questions que tu as abordées dans tes recherches, notamment en travaillant à un moment donné sur les intermédiaires entre les artistes et le marché de l'art. Et là, tu vas nous faire une présentation originale exprès pour nous. Donc merci beaucoup, je te laisse la parole. Merci beaucoup Julie pour cette introduction. Bon, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, même si j'ai préparé pas mal de slides, histoire de ne pas tous vous endormir, surtout si vous avez pris un bon petit déjeuner comme moi à l'hôtel de Guise. Le titre de mon intervention, c'est l'art urbain, professionnalisation et fabrique de la ville. Ce que je vais essayer de faire, c'est lier les différentes voies de professionnalisation d'artistes urbains, souvent ou pas, issus du graffiti, et de lier ça à différents enjeux de fabrique de la ville, et d'essayer de voir dans quelle mesure ces différents modes de professionnalisation, ça s'inscrit dans des contextes urbains qui évoluent économiquement, politiquement, socialement. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, Julie a commencé à me présenter. Je suis maître de conférence en sociologie depuis quelques années, 6 ans à Brest, à l'Université de Bretagne occidentale, mais alors je fais aussi du graffiti depuis une vingtaine d'années, donc je me suis engagé dans le graffiti bien avant la sociologie, mais en revanche, je me suis professionnalisé dans l'analyse des politiques urbaines, notamment du logement, mais aussi de façon plus générale dans la sociologie des politiques locales. Je me suis intéressé aux politiques culturelles locales, notamment au public des institutions culturelles. Et par ailleurs, en fait, de façon un petit peu annexe, j'ai travaillé sur le graffiti, sur les graffeurs, les graffeuses depuis le début des années 2010, sachant qu'à l'époque, c'était pas forcément évident en France, même s'il y avait déjà des travaux depuis les années 80. Il y avait beaucoup moins de financement institutionnel, notamment de la part de l'université en général. Justement, là, on peut se demander si l'essor des travaux académiques, que ce soit en France ou à l'étranger, sur l'art urbain, le graffiti, contribue pas à la légitimation justement des cultures urbaines de façon plus générale. D'ailleurs, on voit ça dans la manière dont il y a de plus en plus de colloques, de journées d'études sur l'art urbain, et aussi à travers la multiplication d'événements comme ces rencontres urbaines qui sont organisées donc par la ville de Nancy, qui honore les cultures urbaines et qui nous accueille dans ce magnifique auditorium du Musée des Beaux-Arts. Alors,
pour revenir au sujet, enfin, des cultures urbaines à l'art urbain, il y a quand même un petit écart conceptuel. On peut se demander si l'art urbain voilà, fait partie des cultures urbaines, dans la mesure où dans les cultures urbaines, on va retrouver des choses aussi diverses que le rap, le parcours, la trottinette acrobatique, le breakdance. Et donc, bon, admettons que l'art urbain en fasse partie. Voilà, moi je vais m'intéresser pour continuer là tout de suite en fait aux relations entre donc le graffiti qu'on intègre le plus volontiers aux cultures urbaines et l'art urbain. Alors, je vais quand même passer assez vite là-dessus, dans le sens où je ne suis pas historien de l'art. Vous avez eu pas mal d'interventions, il me semble, hein, même si je n'ai pas pu tout voir, très intéressantes là-dessus la semaine dernière. Alors, bon, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, on peut se demander d'abord si l'art urbain est un art public, dans le sens où voilà, enfin, on a affaire à des artistes, des auteurs qui interviennent dans l'espace public, en particulier dans l'espace urbain, mais pas seulement. Par ailleurs, on a des interventions qui se situent dans des espaces qui sont autres que ceux qui sont explicitement consacrés à l'exposition d'œuvres d'art. Voilà, enfin des interventions ailleurs que dans les musées. Par ailleurs, enfin, dans ce qu'on désigne communément comme, enfin de plus en plus communément comme l'art urbain, on a aussi une volonté d'artiste de se mettre souvent au service du public, hein, comme je le détaillerai un peu plus juste après. On a une forme d'inscription de l'art urbain dans le processus de démocratie culturelle. Alors, il y a quand même un point qui me semble important à discuter, c'est dans quelle mesure est-ce que le graffiti, enfin, la relation entre le graffiti et l'art urbain. Alors, il se trouve que, enfin, assez tôt, vous avez des artistes considérés comme des pionniers de l'art urbain qui ont formulé des définitions excluantes, en fait. Enfin, voilà, avec voilà, le graffiti, enfin, l'art urbain qui serait tout sauf du graffiti. Parmi les interventions graphiques dans l'espace public, avec une vocation enfin, tourner vers le public. Par ailleurs, il y a aussi la question de l'illégalité qui est particulièrement prégnante, qu'il s'agisse de graffiti au sens strict ou d'art urbain. Et enfin, voilà, enfin, dans cette relation un peu, on pourrait dire, enfin, dialectique peut-être pas, mais de tension productive, je dirais, entre le graffiti et l'art urbain. Il y a aussi la question des techniques utilisées, de leur diversification, qui pose des questions. Enfin bon, pour passer très vite là-dessus, parce que de toute façon, c'est peut-être des choses sur lesquelles on pourra rediscuter, et comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses qui ont été abordées par des spécialistes la semaine dernière. Voilà, je voulais juste dire que la définition de l'art urbain, qu'elle soit en tension ou pas avec d'autres pratiques, à commencer par celle du graffiti, c'est quelque chose qui est constamment renégocié, pour citer un collègue suédois, Peter Bangsten. Donc, voilà, après avoir dit quelques mots sur l'art urbain, je voulais voilà, enfin, présenter ce dont j'allais parler un peu plus précisément, à savoir les différentes voies de professionnalisation des artistes avec des profils et des trajectoires variés. Alors moi, je vais me focaliser en particulier sur ceux qui sont issus du graffiti et qui sont étiquetés de plus en plus thématiquement comme des artistes urbains. Et je vais appuyer pas mal sur le rôle des intermédiaires culturels, souvent eux-mêmes issus de ce milieu, enfin qui sont parfois aussi des artistes eux-mêmes, et qui vont orienter leur action à la fois vers des institutions publiques et privées dans leur trajectoire de professionnalisation. Donc, et comme je le disais juste en préalable, je vais essayer de lier ça avec différents enjeux pour la fabrique de la ville, que ce soit la contribution à la démocratie culturelle, le développement de l'attractivité économique et touristique des villes, et aussi, ça c'est important, Julie Valin ne viendra pas me contredire, la régulation de l'ordre social et symbolique dans l'espace public de la ville.
Alors, en fait, en préalable à la description des trajectoires des artistes urbains issus du graffiti, quelques mots sur une recherche que je mène un petit peu de façon pirate, on pourrait dire, enfin sans financement, contrairement au projet de recherche que je mène dans une activité professionnelle un peu plus cadrée. En fait, j'ai constitué une base de données de graffeurs, de graffeuses, même si elles sont quand même très minoritaires, que en fait j'ai caractérisé par différentes variables relatives à la fois à leur activité graphique, on pourrait dire, graphitesque, et à leurs caractéristiques sociales. Et donc, en fait, j'ai pu positionner à travers les usages d'une technique statistique, l'analyse factorielle qui a été popularisée il y a bien longtemps par les travaux de Pierre Bourdieu. Je me suis efforcé en fait de les polariser parce que voilà, que ce soit dans le graffiti ou l'art urbain, on a quand même des profils et des formes de pratiques très diversifiées, avec, il me semble, quand même la possibilité de lier l'activité picturale au profil. Et en fait, pour aller un peu vite, j'ai pu distinguer différents types donc, de graffeurs. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt la façon dont certains d'entre eux, on pourrait presque parler d'une élite du graffiti, va se professionnaliser en prenant différentes voies qui vont être en partie déterminées par leur propriété sociale, et, mais aussi par leur inscription géographique, on pourrait dire. Alors, en fait, il y a deux types de trajectoires que je vais mettre en valeur et qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, dans le cadre de cette journée. C'est tout d'abord des fresqueurs à la fois voilà, enfin, qui vont en fait avoir une production orientée vers la décoration plutôt que vers l'art contemporain. Des productions plus grand public, et de l'autre, j'y reviendrai après, des vandales, entre guillemets, avec une approche peut-être plus radicale dans leur pratique, mais qui, dans leur processus de reconversion, de professionnalisation, vont être plutôt attirés par le marché de l'art, et dont la radicalité va être sans doute peut-être mieux valorisée économiquement. Enfin, c'est des choses dont on pourra évidemment discuter. je vois Mathias déjà qui s'agite. Alors, les fresqueurs grand public orientés vers la décoration, en ce qui concerne leur pratique, disons que ils ont à la fois des pratiques moins orientées vers le tag, la peinture de train, que les suivants, même si dans leur jeunesse ils ont pu avoir une carrière disons vandale, pour employer un terme voilà, qu'on utilise aussi dans le milieu. En revanche, ils vont avoir une exposition médiatique assez importante, y compris dans des médias grand public. Alors, par exemple, il y a quand même une profusion de portraits de graffeurs considérés aujourd'hui comme des artistes urbains, notamment dans la presse quotidienne régionale. On en voit tout le temps, ce type, tout le temps, tous les mois, tous les 2 mois, je vois portraits de graffeurs. Il a troqué ses bombes contre des pinceaux, voilà. Alors, on a des artistes qui aussi voilà, ont une carrière assez longue, qui ont souvent commencé le graffiti durant leur adolescence, qui approchent pour certains la cinquantaine, qui peuvent même la dépasser. Et alors, en ce qui concerne leur propriété sociale, alors, par rapport aux suivants, de façon assez contre-intuitive, mais pas tant que ça, ils sont plutôt d'origine sociale, issus des classes moyennes, voire de milieux populaires. Ils sont plus souvent issus de villes moyennes et diplômés de filières professionnelles ou techniques que les suivants, donc les vandales puristes, parmi lesquels on va retrouver aussi une grande diversité d'origine sociale, mais aussi plus souvent des
des graffeurs avec des origines sociales plus favorisées. Alors, ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir comment se passe ce processus de reconversion. Donc, vous avez des savoir-faire issus de la pratique du graffisti qui vont être reconvertis dans la réalisation de fresques murales, de décoration pour des institutions publiques, mais aussi et surtout privées. Et par ailleurs, une orientation professionnelle vers des métiers du graphisme et de la communication plutôt que vers le marché de l'art. Alors, donc les suivants, les vandales puristes attirés par le marché de l'art. Alors, ce qui les distingue parmi l'échantillon de graffeurs, c'est conséquent, de 150 graffeurs que j'ai répertoriés, ce qui va la distinguer, c'est de peindre des trains. Ils vont s'exposer à des sanctions pénales plus lourdes. Alors, ils vont avoir une exposition médiatique, notamment dans des médias spécialisés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve plus souvent des diplômés de l'enseignement supérieur, et notamment d'écoles d'art, parmi ces graffeurs vandales puristes, même si on va retrouver aussi des graffeurs ou des graffeuses voilà, qui n'ont pas de diplôme. On va retrouver une forte hétérogénéité sociale, mais aussi, c'est parmi cette catégorie que je retrouve le plus souvent des graffeurs issus des classes supérieures. Alors, une caractéristique aussi très importante, c'est la mobilité géographique, nationale ou internationale. Donc, c'est des individus qui bougent beaucoup en Europe, voire dans le monde entier, pour peindre, en utilisant différents modes, sans toujours payer leur titre de transport. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est que donc ils vont convertir certaines formes de capitaux, une sorte de capital sous-culturel, avec d'autant plus de facilité pour certains qui sont issus de milieux favorisés et qu'ils ont pu s'inscrire dans des cursus d'art, notamment pour certains dans les écoles les plus prestigieuses, les Beaux-Arts de Paris, les Arts Déco. Voilà, et donc leur pratique va être orientée vers une reconversion vers le marché de l'art plutôt que vers des applications décoratives. Alors, il y a des intermédiaires qui jouent un rôle important sur lequel j'ai fait un focus dans des articles qui sont parus en français, en anglais, dans le cadre d'une étude des ventes aux enchères, notamment chez Arcurial, Saint-Cyr, au début des années 2010. Alors, j'avais distingué différents types d'intermédiaires culturels, donc entre les collectionneurs d'art contemporain et les graffeurs, qui vont contribuer très fortement à la production de la valeur des œuvres, mais même à la contribution à la production des œuvres elles-mêmes. Donc j'avais distingué premièrement des experts issus du monde du graffiti qui vont chercher à faire carrière eux-mêmes, souvent dans les mondes de l'art. Par ailleurs, à l'autre bout de l'espace social, on pourrait dire des établis du marché de l'art contemporain, notamment des commissaires-priseurs de grandes maisons de vente aux enchères, qui vont tirer profit de leur réseau de distribution, qui vont solliciter des collectionneurs d'art contemporain pour faire entrer des artistes issus du graffiti, par rapport à l'étude que j'avais menée, dans leur collection. Alors, entre ces deux types d'intermédiaires, ou plutôt proches des établis quand même, j'avais pu rencontrer un certain nombre d'entrepreneurs, c'est moi qui les ai appelés comme ça, à commencer par Alain-Dominique Galidia, avec qui certains sans doute, vous avez déjà connu ou rencontré. Donc, c'est souvent des individus qui sont issus de monde para-artistique, la mode, l'architecture. Agnès B, par exemple, pour la qualifier d'entrepreneuse, des plus précoces, donc qui vont tenter de créer une niche sur le marché de l'art. Alors, on a d'autres types d'intermédiaires culturels qui se professionnalisent, un peu, voire même très différents, qui vont être beaucoup plus fortement orientés vers l'État, les collectivités territoriales et les institutions
dont elles ont la délégation de la gestion, hein, je pense par exemple au musée qui nous accueille. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez une tentative progressive de structuration de cet univers d'intermédiaires culturels orienté vers les institutions publiques, notamment autour de la fédération de l'art urbain, avec voilà, une fédération alors, qui va, alors chapeauter, c'est sûrement pas le bon terme, mais qui va en tout cas tenter de regrouper un grand nombre d'acteurs et enfin, des représentants d'associations qui vont se créer de façon de plus en plus systématique. Alors je pense notamment aux différentes associations, différentes déclinaisons, même si elles sont fortement autonomes, du mur qu'on va retrouver désormais à Nancy, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, enfin, tout un ensemble d'acteurs, d'institutions plus fortement orientés vers, disons, les institutions publiques que le marché de l'art et des acteurs privés, comme j'ai pu en parler juste avant. Alors, donc j'avais dit que j'essayais de faire un lien entre cette professionnalisation et les différents enjeux de la fabrique de la ville. Alors, ce qui me semble important à souligner, c'est la manière dont ces intermédiaires et les artistes urbains qui parfois se confondent vont contribuer à ce qu'on désigne souvent comme la démocratie culturelle, par opposition à la démocratisation de la culture, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a une démarche, disons, enfin c'est une approche plus bottom-up, hein, on pourrait dire, l'idée étant de contribuer à la participation des habitants, notamment à travers la découverte ou même la participation à des processus créatifs. Alors, il y a énormément d'initiatives partout en France, que ce soit sous la forme de budget participatif. On a une multiplication des appels d'offres qui vont, pour la plupart d'entre eux, intégrer fortement une dimension participative. On a aussi des opérations qui visent non seulement à sensibiliser le public à l'art urbain, mais aussi à solliciter le public pour contribuer donc à la mise en valeur d'œuvres. Alors je pense par exemple à Street Art Map à Strasbourg, donc qui est enfin, le fait d'un intermédiaire culturel que j'ai bien connu dans le cadre, on pourrait dire, de la scène graffiti strasbourgeoise, qui propose une carte interactive et participative des spots de street art et de graffiti. Donc c'est intéressant comment il y a une distinction dans le descriptif de la street art map sur le site de l'Eurométropole strasbourgeoise. L'idée donc c'est au-delà d'une simple carte de permettre donc aux habitants de eux-mêmes l'enrichir. Alors, un autre enjeu que je voulais souligner de la contribution des graffeurs, des graffeuses, des artistes urbains à la fabrique de la ville, c'est des choses que Julie a pu en partie décrire dans ses travaux. C'est la contribution de l'art urbain à la gentrification, alors qui est difficile à mesurer, mais on a tous en tête ces exemples des quartiers du Panier à Marseille ou de la multiplication de murs légaux qui vont contribuer à l'attractivité touristique du territoire. Vous avez toute une structuration d'activités autour des street art tours qui contribuent donc très explicitement à l'attractivité de villes qui ne sont pas forcément reconnues encore, ou de quartiers. Je pense à Saint-Denis qui développe beaucoup cette activité. Qui ne sont pas forcément des lieux de tourisme de masse.
Et on a aussi donc bien sûr un processus de muséification. Alors moi j'ai pu visiter pour la première fois le musée comment ça s'appelle à Berlin. Voilà, j'ai eu l'occasion de visiter cette institution il y a pas très longtemps. Alors on parle beaucoup donc des métropoles de Paris, sa banlieue, de Marseille, de Berlin, mais j'ai aussi pu découvrir il n'y a pas très longtemps le site de Lurcy-Lévy. Alors, par contre, j'ai un trou sur le château dans l'Allier. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Comment? Non, non, c'est pas ça. Street Art City, voilà, Street Art City près de Moulins dans l'Allier, qui accueille plusieurs dizaines, milliers de visiteurs désormais par an. Voilà. Et en fait, alors désormais Moulins, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un musée des costumes, donc un musée national qui désormais accueille moins de visiteurs que donc le château de Lurcy-Lévy, la Street Art City. Voilà, des gens qui découvrent. Maintenant, l'Office du tourisme de Moulins, en fait, c'est devenu la principale attraction touristique. Voilà, donc des villes, des mégapoles, des métropoles, des villes moyennes, et même donc des petites villes en milieux ruraux, qui sont en quelque sorte irrigués par l'art urbain, qui contribue donc à leur attractivité économique. Par ailleurs, les collectivités territoriales sont de plus en plus amenées, là on revient à quelque chose de plus très strictement institutionnel, à renouveler leur collection en intégrant des œuvres d'art urbain issues du graffiti. Donc ça, c'est un point sur lequel je passe très vite, mais en fait, c'était une façon de faire une transition un petit peu contre-intuitive avec mon dernier point sur la régulation de l'espace public, où je voulais vous raconter une petite anecdote à propos d'un ami qui récemment a connu une certaine actualité médiatique, parce qu'en fait, donc l'association, je ne sais pas si on peut parler d'association Saccage Paris, très active sur les réseaux sociaux, a monté un dossier qu'on pourrait qualifier de policier, qui a été remis à la police concernant ces tags, dès lors qu'ils ont découvert que donc ce graffeur avait des œuvres, par ailleurs diplômé des Beaux-Arts de Paris, qui correspond tout à fait au type vandale puriste que j'ai pu distinguer précédemment, donc avait des œuvres exposées en galerie et qui avaient été acquises par le fonds municipal de la ville de Paris. Et donc, en fait, il y avait un lien assez facile à établir entre son identité en tant qu'artiste. D'ailleurs, il a contribué assez récemment à une exposition collective au Palais de Tokyo. Il a eu un prix jeune artiste d'une institution assez connue. Mais voilà, donc ça me permet de faire un parallèle entre finalement un certain paradoxe qui est bien connu, mais qui est sans cesse renouvelé, en fait, entre disons le processus d'institutionnalisation, de valorisation économique d'œuvres donc auxquelles on rattachera l'étiquette un petit peu plastique d'art urbain, et donc la continuation des politiques d'effaçage, mais aussi la judiciarisation de certaines pratiques, avec un renouveau de cette judiciarisation après toute une série de procès qui se sont quand même terminés par des flops, c'est le cas de le dire, notamment en ce qui concerne les procès qui avaient été initiés par la SNCF et la RATP. En fait, c'est intéressant de constater que la ville de Paris, pour la première fois, va poursuivre des taggers en justice, alors même qu'on a une politique, voilà, une politique d'art urbain, qu'on pourrait désigner comme telle.
Et voilà, donc c'est peut-être, voilà, c'est sur ce point-là que je voulais conclure, en ajoutant quelques derniers mots pour faire un petit bilan sur donc le continuum de pratiques que j'essaie quand même de mettre en valeur entre graffiti et art urbain. Voilà, c'est simplement important de souligner à quel point voilà, on n'a pas une opposition stricte entre graffiti et art urbain, sachant que c'est quand même difficile d'inclure le graffiti dans l'art urbain, mais on aura plutôt un processus d'histoire et de légitimation croisée. Alors, par ailleurs, je voulais aussi lancer la discussion sur un relatif paradoxe, une discussion peut-être avec un contenu plus politique, sur le fait que l'art urbain constitue souvent le support de mobilisation pour des causes progressistes dans l'espace public. C'est une pratique, voilà, dans l'espace public. On a des œuvres qui sont dans l'espace public, donc qui sont presque par nature politiques et qui par ailleurs mettent en scène des causes progressistes pour la quasi-totalité d'entre elles. Mais on peut quand même se demander dans quelle mesure la production de ces œuvres, leur valorisation symbolique et économique, leur contribution à une esthétique propre, pour citer Julie Valin, participe pas, du moins en partie, à la fabrique de la ville néolibérale. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là-dessus et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous d'être là. Je vous présente tout de suite Ella, Pitre, Thomasine Zoller, Mathias Brez. Merci d'être venus. Ella et Pitre, vous êtes artistes. J'ai essayé de vous présenter, mais vous allez pouvoir vous représenter à votre manière si vous voulez. Vous êtes artiste, stéphanoise. Vous êtes connus. Votre travail est médiatisé pas mal autour d'œuvres géantes que vous réalisez dans différentes villes du monde, mais votre travail dépasse cette médiatisation première. Vous faites des choses légales, illégales, commandées, pas commandées, du travail de galerie, différents formats, différentes choses qu'on va peut-être pouvoir évoquer, qu'on va évoquer. Et vous faites ça depuis une quinzaine d'années, c'est ça, à peu près ? Thomasine Zoller, t'es guide conférencière, tu travailles principalement en Seine-Saint-Denis avec différentes associations, donc t'es indépendante, différentes associations, différentes institutions publiques aussi pour faire de la médiation, présenter au grand public les œuvres qui sont dans l'espace public. Et puis, tu as d'autres activités qui se joignent à celle-ci et dont tu nous parleras dans l'accompagnement d'artistes, la production d'expositions, des choses comme ça. Et puis, Mathias Brez, tu es artiste et tu travailles dans une association. Donc, tu es directeur artistique de Teenage Kicks, qui est une biennale d'art urbain. Co-directeur artistique ? Ouais, co-directeur artistique, cofondateur et co-directeur artistique de Teenage Kicks, qui est une biennale d'art urbain à Rennes, et tu coordonnes l'association du même nom, donc là pendant toute l'année à Rennes aussi. Je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin de ta présentation en nous parlant des professionnels de l'effacement. Enfin, en tout cas, tu en as mis une photo, et en parlant de ces politiques d'effacement. En fait, si on regarde les politiques publiques qui entourent la production d'œuvres dans l'espace public, légal ou illégal, les premiers professionnels, c'est les effaceurs. Depuis une vingtaine d'années, il y a des politiques d'effacement qui sont développées dans beaucoup de villes, à des échelles différentes, avec une ampleur différente, mais qui ont permis, par le biais des marchés publics, de structurer tout un monde économique qui est le monde de l'effacement, de structurer des techniques. Les effaceurs ont eu au début des problèmes de produits toxiques qu'ils ont dû changer, ils ont abîmé des pierres, donc ils ont dû changer leur méthode pour effacer les graffitis. Donc il y a tout un travail de technicité qui a été documenté par des collègues, d'ailleurs David Ponty et Jérôme Denis, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un travail de compétences, de trouver des gens formés pour utiliser ces outils,
graffiti, une hydrogommeuse, savoir la mettre à la bonne distance de la pierre. Et puis il y a des financements qui permettent de nourrir ces marchés publics et de faire vivre des entreprises qui répondent à des appels d'offres pour récupérer des lots d'effacement des graffitis dans différentes villes. Donc si on parle de professionnels du graffiti, il y a un monde qui est hyper structuré depuis un moment, avec une division du travail, des financements, des compétences, des techniques qui existent, et c'est le monde de l'effacement des graffitis. Et c'est peut-être un peu paradoxal que de commencer par ça, mais ça nous permet de poser un peu en miroir la question des professionnels de l'art urbain et de savoir, du côté de celles et ceux qui produisent les œuvres, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs techniques, quelles sont leurs sources de financement, comment ils s'organisent, comment ils se divisent le travail, comment ils travaillent de ville en ville, comment ils sont mobiles et comment ils interagissent entre elles et entre eux pour faire vivre toutes ces configurations, cet écosystème de gens qu'on voit pas quand on regarde une œuvre parce qu'ils sont tous partis, mais à un moment donné, ils ont été là pour la faire exister. Donc moi, ce que j'aimerais dans cette table et ce que je voulais en vous invitant, c'était montrer la diversité déjà des formes de travail qu'on peut avoir quand on veut produire des murs dans la ville. C'est aussi à travers vos vies d'explorer des trajectoires de professionnalisation, puisque on est à une étape, un moment de l'histoire de l'art urbain où on a des trajectoires qui sont peu standardisées. Il y a une grande hétérogénéité des trajectoires, et comme tu l'as dit, Pierre-Édouard, tout à l'heure, il y a des artistes qui sont intermédiaires, les casquettes se recoupent, il y a des intermédiaires, des producteurs qui sont médiateurs, et puis il y a des médiateurs qui sont artistes, et puis voilà, en fait les casquettes se recoupent dans ce qu'on appelle des fois des métiers flous, quand on fait un peu de socio des professions. Mais bon, des métiers flous, il y en a partout. Vous avez tous, je suis sûre, un métier flou que vous n'arrivez pas à expliquer à votre belle-sœur. Donc c'est un peu explorer les métiers flous de la production de l'art urbain, ce qu'on va faire aujourd'hui. On aurait pu inviter n'importe qui est dans la salle aujourd'hui et qui va intervenir pour parler de son métier flou. C'est sur vous que ça tombe. Les autres parleront d'autres aspects de leur vie, mais voilà, ça concerne vraiment tout le monde, avec une division du travail qui n'est pas toujours très stabilisée, mais une division du travail qui s'accroît au gré de la professionnalisation des uns, des unes, des autres. Plus on est nombreux, et plus on peut se partager les tâches. Mathias, tu nous en parleras, puisqu'il a recruté quelqu'un, donc il arrive un peu mieux à diviser son travail. Tous et toutes, vous avez ici un point commun, Pierre-Édouard l'a dit, c'est que vous travaillez dans des espaces autres que les espaces classiques de l'exposition, ce qui fait déjà un bon point commun, même si vous exposez aussi dans des musées ou dans des galeries. Et puis, vous avez toutes et tous une sensibilité à la dimension illégale du travail d'intervention artistique dans la rue. Et donc c'est aussi ce qui va nous intéresser, c'est aussi comment vous composez avec ces cadres de la légalité et de l'illégalité dans la construction d'un métier et d'une professionnalité. Maintenant, c'est vous qui allez parler. Mathias. Ouais. T'étais graffeur ? J'étais graffeur, mais je pratique toujours un petit peu, mais plus en dilettante maintenant. Comment est-ce que tu as pris la décision de te salarier dans une association ? Alors là, c'est le fruit d'un très long parcours. J'étais ce qu'on appelait un fresquiste. Un fresqueur, pardon. Ouais. Très tôt, dans les années 90, en fait, quand j'ai commencé le graffiti, j'ai pratiqué le graffiti illustratif, personnages, paysages, graffiti avec des fonds, ce qui m'a permis déjà très vite, dès le début, de commencer à vivre de ma pratique, parce que je pouvais la monétiser. Et puis, donc à partir des années 2000, je suis devenu professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire artiste-auteur, vivant de la pratique de la peinture, du fresquisme. Et parallèlement à ça, on a monté une association en 98 qui s'appelait Graffiti à l'époque, pour travailler avec des institutions. Donc, je pense que c'est un petit peu le modèle qui a dominé à cette période-là auprès de tous les graffeurs, c'était de se monter en association parce qu'il y avait de la demande
de gens qui voulaient de créer des ateliers auprès des plus jeunes, des ateliers d'initiation au graffiti pour leur apprendre à faire des graffitis, pour en faire des vrais graffeurs qui ensuite vont peindre des trains, même si c'était pas l'objectif de départ. Mais c'est ce que ça a donné finalement. Et puis aussi répondre à des commandes de décoration, tout simplement, quoi. Et puis à la fin d'année 2010, je rencontre Patrice Poche et ensemble on se dit qu'on avait envie d'organiser quelque chose d'un peu plus étoffé sur les dérivés de notre pratique, c'est-à-dire le passage du graffiti à une pratique singulière, artistique, que beaucoup de graffeurs ont... Enfin, beaucoup de graffeurs ont sauté le pas pour en arriver là. Et on a créé la Biennale d'art urbain en 2013, qui continue encore aujourd'hui. Donc pour montrer justement cette diversité et cette professionnalisation des artistes, quoi. Et moi, parallèlement à ça aussi, j'ai commencé à arrêter de faire du fresquisme pour essayer d'avoir une démarche plus personnelle dans mon travail, quoi. Et c'est là où la bascule se fait un petit peu entre le monde du graffiti traditionnel ou populaire, qui est celui des barbecues du dimanche et des fresques à thème, et celui d'essayer de développer un travail personnel, plus singulier, où on se retrouve de soi-même. Mais en fait, c'est un petit peu c'est-à-dire que comment dire, on n'est plus dans une démarche artistique collective qui quelque part font un petit peu le travail de chacun. On commence à travailler dans une démarche individuelle qui est le propre de l'artiste, puisque l'artiste, il est singulier, il est rarement pluriel, quoi, même s'il y a eu des grands groupes, hein, mais voilà. Donc ça, c'est une partie de mon passage à la professionnalisation. Et puis en même temps, via la Biennale d'art urbain, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place dans ma vie parce que je travaillais donc avec les artistes qu'on invitait. Tout d'abord, avec le plaisir de travailler pour les aider à mettre en œuvre un projet dans la production, monter sur la nacelle avec eux, les aider à trouver des solutions pour peindre les surfaces, et puis découvrir leur technique à tous. Et au final, c'est quelque chose qui me faisait... C'est là où je prenais beaucoup de plaisir, mais j'ai aussi été obligé de passer par l'autre facette de ce type d'organisation, c'est-à-dire de monter des dossiers administratifs, faire des demandes préalables, de convaincre les élus, d'aller chercher du pognon, enfin... Donc j'ai construit aussi un autre métier qui, par la force des choses, m'a forcé à me découvrir des casquettes que j'imaginais même pas, quoi. Donc là, tu arrives à ce moment-là avec une double casquette, pas de problème, tu es artiste, tu peux vivre de tes productions et en même temps, tu travailles bénévolement pour une asso qui commence à prendre de l'ampleur, qui demande de plus en plus de travail. Et comment se fait le choix et est-ce qu'il est simple entre les deux casquettes, d'en choisir une plutôt que l'autre d'un point de vue statutaire? Non, c'est pas simple. Enfin, même aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis salarié. Donc j'ai pu devenir salarié par obligation, parce que si je devenais pas salarié, tout s'effondrait. Et puis parce que j'ai pu avoir les moyens de créer ce premier poste, quoi. Mais c'était une histoire de lutte aussi pour obtenir des subsides, des subventions, du mécénat, etc. Donc évidemment, les moyens m'ont permis d'arriver là, quoi. Et la professionnalisation aussi, quoi. Mais bon, j'ai toujours ma pratique artistique à côté, donc c'est toujours un truc en tension entre les deux, et c'est pour ça que j'ai réussi enfin, 2 ans après, à embaucher quelqu'un qui va être vraiment chargé de production, d'administration, qui va pouvoir me délaisser un peu de temps sur la pratique artistique. Bon, après, je vous parle de ma vie personnelle, c'est un peu gênant. Oui, on est là pour ça. Mais voilà, bon, après, cette professionnalisation, il n'y a pas de modèle
particulier. Chacun, c'est un parcours de vie. Enfin bon, je dis ça, c'est d'une banalité. Mais merci, la sociologie nous veut dire beaucoup de banalités, c'est pas grave. Merci Mathias, et pour continuer les présentations, et là, Pitre, est-ce qu'à un moment vous avez envisagé de devenir artiste professionnel ? Pour moi, c'était depuis que j'étais enfant, je voyais pas d'autre issue à la vie adulte. Ouais. Donc, je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Moi non plus, j'ai jamais voulu travailler de ma vie. Donc, je voulais être professionnel dans l'amusement, mais artiste professionnel, je savais pas que ça existait comme métier quand j'étais petit. Donc je pouvais pas me dire que c'était possible, mais par contre j'avais un truc très clair en moi, c'est que je voulais pas travailler dans la souffrance et subir un patron. Ça m'est encore jamais arrivé. Comment vous êtes devenu artiste professionnel ? Comment ça s'est passé ? Le fait de, concrètement, tirer l'essentiel de ses revenus de son activité de création. Mais déjà la question c'est, est-ce qu'on est artiste professionnel ? Pardon, j'ai oublié, je l'avais noté. Attends, je reprends. Ella et Pitre, est-ce que vous êtes artiste professionnel ? C'est une question en fait qu'on remet, qui s'est remis en question tous les jours au final, cette chose-là, parce que je pense qu'on a une façon de travailler qui est hyper spontanée, et on a toujours eu une sorte de slogan qui disait au jour le jour pour toujours. Ça veut dire qu'on fabriquait notre métier vraiment en avançant petit à petit. Donc on pourra dire qu'on a été artiste professionnel dans 80 ans, mais aujourd'hui, je ne sais pas si moi, je ne me considère pas comme artiste professionnel. J'ai pas encore assez de recul. Mais en tout cas, on a quand même une économie qui prouve que c'est ça qui nous fait vivre aussi, quoi. C'est dans ce sens-là que tu posais la question. Et pour répondre à cette question, il n'y a jamais eu un jour où on s'est dit... on décide de gagner notre vie comme ça. C'est juste que comme on se posait aucune question et qu'on faisait ce qu'on avait envie de faire, d'abord pour s'amuser énormément, le fait qu'on s'investisse dans cet amusement si fort, ça a fait que finalement il y a eu une demande de l'extérieur par rapport à ce qu'on faisait, et que de fil en aiguille, on a eu des revenus par rapport à ça parce qu'on nous a fait des commandes et tout ça, et que du coup ça s'est installé comme ça s'est immiscé de façon très naturelle dans notre vie. Et donc, c'est devenu comme ça. Mais il n'y a pas eu une décision par rapport à ça de notre part. Enfin, si, dans le sens où, depuis qu'on est petit, on te dit que, quelque part, on ne pouvait pas faire autre chose que ça, mais... Alors, pour aller un peu plus loin dans ce que vous me dites, c'est quoi la demande qui est arrivée et vous a permis d'avoir les premiers revenus pour après peut-être délaisser d'autres formes de revenus que vous aviez, parce que peut-être que même si vous aimiez pas les patrons, vous avez quand même eu des petits boulots à côté avant c'est arrivé quand même très très vite, dans le sens où déjà on habitait une ville qui demandait pas un revenu énorme pour arriver à vivre, vu qu'on habitait à Saint-Étienne, les loyers sont très peu chers et tout ça, on peut vivre presque d'amour et d'eau fraîche quand même, c'est vrai. C'est pas comme Paris où tu es obligé de courir après les jobs pour juste à peine payer ton loyer et du coup avoir juste une heure par-ci, une heure par-là pour faire des choses. Et j'ai perdu le fil. Les premières demandes, tu dis, on est venu vers nous pour nous demander de travailler, en fait. Ouais. Et du coup, non, mais je te disais qu'on n'avait pas eu le temps de faire des petits boulots avant. Loïc, il faisait des chantiers de plâtrerie peinture, mais du coup, il était son propre patron, c'est vrai. Et sinon, après, très vite, ça a pris la place. Et les premières commandes, je pense que c'était le fil à Saint-Étienne. En fait, on était dans une ville où c'est une échelle qui est humaine. Donc, quand tu démarres un projet dans une ville comme Saint-Étienne, je dirais que c'est à peu près la taille de Nancy d'ailleurs, tu rencontres vite les personnes qu'il faut rencontrer au sein de la mairie, même des sponsors privés, etc. Ce qui fait que nous, comme on était très actifs dès le début dans cette ville et qu'il n'y avait pas grand monde qui
pratiquait des installations sur les murs. On travaillait beaucoup en papier collé, donc on avait un rapport qui était un peu différent du rapport que les gens peuvent avoir avec les graffitis, vraiment le gros défonçage de murs. Nous, on était plutôt dans un truc assez discret et on va dire en douceur avec les murs, donc on a été plutôt bien reçus par les habitants. Et de fil en aiguille, c'est vrai qu'on a rencontré tout de suite les professionnels avec qui on a pu travailler, les gens de la ville avec qui on a pu discuter et même proposer des projets où eux nous ont proposé des choses. Et c'est vrai que le démarrage, c'était en gros la SMAC, donc la salle de concert. C'était un des premiers vraiment chantiers officiels payés qu'on a eu. Et de fil en aiguille, c'est vrai que comme on a toujours été très actif. En gros, il suffit de faire un chantier rémunéré pour ensuite en obtenir un second, un peu comme dans la musique, je suppose, où un bon concert amène un autre bon concert ou une bonne pièce de théâtre amène d'autres propositions. Et nous, c'était vraiment ça, quoi. C'est un truc hyper logique et simple. Avec en parallèle un travail en galerie dont on parlera aussi, mais qui arrivait assez tôt. Lui aussi dans votre trajectoire, et donc bon, on va revenir après sur la composition des activités. Thomasine, toi t'es devenue... Ouais, il marche. T'as fait des études d'histoire de l'art, et puis après, oh la bonne idée, tu t'es dit tiens je vais faire de la recherche, et... Exactement. Et puis bon, bof, non, finalement... pas trop de financement, ça marche pas. En attendant, je vais faire un peu de tours, de guides, de visites, et puis finalement... Alors, pas tout à fait. En fait, oui, je suis arrivée au métier de guide conférencière en fait par hasard. C'était pas prévu au départ. Comme tu l'as dit, j'ai fait un parcours classique à la fac où j'ai fait des études en histoire de l'art. J'avais commencé très tôt, en fait, dès le lycée, je savais que c'était ça qui me plaisait. Je baignais déjà un petit peu dans le milieu du graffiti parce que j'avais des amis, des connaissances qui en faisaient et donc qui m'amenaient sur les terrains, etc. Et je me suis spécialisée très vite dans l'art contemporain. Et j'ai fait un premier master recherche, puis un deuxième master pro. Et au départ, je voulais faire une thèse. Et je m'étais dit, on va prendre un an justement, comme tu disais, pour chercher des financements. Et dans cette année-là, j'ai voulu aussi pouvoir avoir une expérience professionnelle. Donc j'ai commencé à bosser dans un musée. Et là, on m'a proposé de faire des visites guidées. Ce que j'avais jamais fait au départ. Et en fait, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Transmettre au public, les échanges. Puis quand on a une formation d'histoire de l'art, du coup, moi j'analysais les œuvres, le parcours des artistes, je recontextualise, etc. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des associations dans lesquelles je suis entrée, donc le Mur 93 notamment qu'on a cité, l'Écluse à Aubervilliers, Macadam à Saint-Denis, enfin voilà. Donc j'ai bossé pour différentes associations et puis on m'a proposé de faire des parcours dans l'espace public et des visites guidées. Alors, quand tu travailles, que tu prépares une visite d'art urbain, tu dis finalement j'en avais jamais fait, donc j'ai inventé un protocole pour préparer mes visites. De quoi est-ce que toi, tu as envie de parler quand tu prépares une visite d'art urbain? C'est quoi ça sert à quoi un guide de visite d'art urbain? Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu as envie de parler à ces moments-là? En fait, à ce moment-là, il faut savoir que chaque guide est différent. On a tous nos spécificités, nos parcours, et donc forcément, ça va jouer dessus. Il y en a qui viennent, par exemple, d'écoles d'architecture, donc ils vont parler plutôt d'urbanisme, le rapport à l'espace. Moi, par ma formation en histoire de l'art, je vais essayer de donner des clés de compréhension, en fait, au grand public, qui parfois voient, par exemple, le graffiti juste comme de la dégradation, qui vont pas avoir justement des codes, des clés de compréhension pour comprendre cet art. Et surtout présenter le parcours de ces artistes, l'importance aussi dans un territoire de parler des artistes du territoire. Et c'est là aussi où mon discours va varier selon qui m'emploie en fait, quelle est la demande. Par exemple, si c'est un office de tourisme, les offices de tourisme, eux, veulent qu'on valorise le territoire. Et donc, dans nos parcours, on parle des commandes publiques, évidemment, qu'ils ont financées. Mais moi, je travaille beaucoup donc, à Saint-Denis. Et il y a un parcours qui s'appelle la Street Art Avenue à Saint-Denis, qui part de Saint-Denis et qui traverse Aubervilliers et qui termine à Paris 19e. Et sur ce parcours, évidemment, il y a beaucoup de commandes publiques, de grandes façades, mais il y a énormément aussi de graffiti vandales.
Et moi, par exemple, je fais la part belle au graffiti vandal parce que c'est hyper important. Il y a des crews historiques là-bas qui sont là depuis des dizaines d'années et qui peignent sur ce territoire, donc il faut aussi parler d'eux. Donc ça, c'est très important pour moi, et pas parler juste des commandes officielles, ou quand on passe à côté du Stade de France, de dire voilà, Stade de France, là là là, c'est autre chose en fait. Ça complète la visite, mais c'est pas sur ça que j'axe mon propos. Et après, donc ça c'est pour les... Pardon, je continue ta question. Ça c'est pour les parcours prédéfinis. Et ensuite, à force de faire différentes visites au sein d'assauts ou d'offices, d'institutions officielles, on m'a proposé de créer des parcours. Par les contacts que j'avais avec les artistes ou avec justement les territoires. Et donc là, le principe, c'est beaucoup de temps de recherche, de balades, de prise de photos, d'entretien avec les artistes, de discussions, pour créer en fait un parcours avec un contenu spécifique dedans. Tu pourrais nous donner un exemple ? Oui, alors il y en a qui sont en cours de création, donc je ne peux pas trop parler encore maintenant, mais par exemple au niveau du canal de l'Ourcq, quand on part par exemple du bassin de la Villette, alors c'est génial parce qu'il y a plein de festivals, il y a le festival, le Ourcq Living Colors, le parcours Harcourt, qui sont ça sont des parcours officiels. Et en fait, une fois qu'on a passé, qu'on arrive à Pantin, il y a une majorité de murs dits vandales, justement, et de murs d'expression libre. Et donc là, c'est un parcours, par exemple, que j'ai créé avec un autre artiste, graffeur, qui s'appelle Meu, d'ailleurs. On a fait un jeu de mots, ce sera les visites de Thomezine. Voilà. Et là, c'est nous qui, en fait, développons la circulation du public et les fresques, ou les peintures dont on veut parler, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ben oui, merci, bravo. Je vous mets 8 sur 10, 9 sur 10. Oui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ça. Et une dernière chose sur les parcours créés également. On a voulu essayer de toucher un maximum de public, en fait, parce que c'est quelque chose qui marche beaucoup. Forcément, l'art urbain, le graffiti, ça attire le grand public, puisque c'est des œuvres dispersées dans la ville, gratuites. On n'a pas besoin de payer l'entrée dans un musée, etc. Et j'ai une amie qui est un interprète en langue des signes. Et donc, on a créé un parcours où on fait une visite qui mélange les publics, c'est-à-dire aussi bien les entendants que les malentendants. Et donc là, en fait, je parle et j'ai l'impression d'être une politicienne parce qu'on me traduit directement en langue des signes en même temps, et ça permet de mélanger du coup tous les publics, et ça, c'est génial. Alors, j'aimerais revenir au nerf de la guerre, à savoir comment, dans vos différentes activités dont on a dressé un portrait rapide maintenant, vous tirez des revenus. Comment est-ce qu'on tire des revenus de ce travail-là ? Alors, en particulier, Mathias, quand on s'occupe d'une association, au début, ce que tu m'as dit quand on a préparé cette discussion, tu me dis il y a un projet, il y a le projet associatif, il y a le projet de la Biennale, et puis après il y a la vie de l'association dans laquelle on cherche. T'as dit quoi tout à l'heure ? T'as dit on convainc les élus, on cherche du pognon, et là on fait vivre une petite institution de différentes activités. On est obligé d'une certaine manière de se diversifier, ou on est en tout cas sollicité pour faire des ateliers comme tu l'as dit, ou d'autres choses qui ne sont pas forcément au cœur du projet associatif de départ. Alors comment dans l'asso est-ce que vous faites pour gérer cette tension entre la nécessité de pérenniser des postes salariés juste pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et l'envie de faire vivre un projet associatif qui soit au plus près des intentions de départ ? Alors c'est un peu particulier parce que c'est une association qui a déjà 20 ans. Donc le projet associatif, on n'y réfléchissait pas avant. On était le nez dans le guidon sur la Biennale. Et c'est quelque chose qu'on a construit assez récemment. Et en fait, pour trouver des financements, des subventions, parfois la problématique, c'est d'être sur des subventions d'action. C'est-à-dire qu'on va être subventionné sur une action à un moment T. Par exemple, la ville de Rennes veut créer un moment particulier sur les arts visuels l'été pour faire un focus et en même temps attirer un public de touristes culturels
sur ce moment-là, ils vont mettre les moyens pour financer diverses associations ou divers temps forts. Et puis nous, on va répondre à cette sollicitation parce que ça va nous permettre de réaliser 5 œuvres dans l'espace public, parce qu'à ce moment-là, il y a les moyens, quoi. Et la difficulté après, quand on est une association, c'est de trouver des financements structurels qui vont permettre de financer des postes à plus long terme et de pouvoir voir un peu plus loin, c'est-à-dire de ne pas être sans cesse à répondre à des financements d'actions les uns après les autres et les imbriquer les uns les autres et entre les différents... Alors ça c'est quand on va chercher de l'argent du côté des institutions. Maintenant, il faut aussi avoir un équilibre financier, donc on est obligé d'aller chercher de l'argent auprès de privés. Ça peut être à travers du mécénat, ça peut être à travers des coproductions, du sponsoring. Alors là, il faut faire quelque chose d'événementiel où il va y avoir du public, où on va avoir un petit peu de com, c'est-à-dire des outils de com à proposer au privé, ou alors passer par du mécénat qui est parfois un vrai intérêt, désintéressé niveau communication, qui n'est jamais vraiment désintéressé. Puisque c'est assez intéressant justement de pouvoir déduire un peu ses impôts là-dessus. Et donc voilà, donc j'ai perdu le fil aussi. Ouais, non, tu parles des différentes sources de financement, c'est super. Et en termes d'activité, tu me disais notamment qu'il y avait parfois un peu le risque, quand on est dans une asso, de production, mais pas que, d'art urbain, de se noyer sous toutes les médiations ou tous les ateliers qu'on va vous demander de faire et de s'éloigner de l'idée de départ qui est de produire de l'art dans l'espace public. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est le problème des fois de ne pas savoir dire non. Mais on est hyper sollicité pour de l'action culturelle. Et le rapport au public est hyper important. Enfin, même moi, quand je construis le projet de départ, je réfléchis aussi en termes de parcours pour les publics, parce que c'est intéressant aussi de faire venir des écoles et puis leur faire partager le travail des artistes et d'avoir une diversité d'artistes. Donc tout ça, c'est un espèce de tout, mais il ne faut pas que si tu as une œuvre qui est à 3 km et l'autre à 6 km, bon, ça devient compliqué de réfléchir en termes de parcours, quoi. Donc parfois on réfléchit justement en se disant que tiens, cette année-là, on va s'arrêter sur cet endroit-là parce qu'on va pouvoir avoir une interaction avec les écoles, et donc on fait travailler des médiatrices culturelles pour accompagner les œuvres. Quand je dis médiation, c'est un peu... donc vous les guides. Et ça fait partie de notre rapport aussi au public, parce que sinon... par exemple, quand on va produire des œuvres de muralisme, le rapport au public va être direct sur le moment, mais on n'a aucune idée de qui est le public, du passage qu'il peut y avoir devant les œuvres, de la façon dont elle est reçue. Et avoir un vrai lien avec le public, c'est aussi important, quoi, d'avoir un feedback. Et puis important aussi pour valoriser notre activité, tout simplement. Donc après, il ne faut pas se noyer non plus là-dedans et faire 3000 élèves par an, parce que ça devient une activité en soi, quoi. Mais c'est ce que les politiques culturelles nous poussent à faire aussi, quoi. Et vous poussent à faire beaucoup de médiation. Après, aller chercher de l'argent, des subventions, c'est pas gratuit, quoi, hein. C'est l'argent public. En échange, on doit un service au public, hein. C'est tout à fait logique, hein. Mais ce qui rend parfois un peu acrobatique le travail de production d'œuvres, qui prend aussi du temps et qui doit se caler dans l'agenda de l'association sur l'année. Disons que c'est plus facile de financer de l'action culturelle que de financer de la création artistique. Et c'est pour ça que les artistes deviennent en ce moment des vrais animateurs socioculturels. On les pousse à faire de plus en plus des EAC, des résidences, et pour certains artistes, et je parle surtout, pas forcément des artistes qui viennent de l'art urbain, parce que nous on l'a toujours fait naturellement, c'était pas un truc, les gens venaient à nous, mais pour beaucoup d'artistes, le meilleur moyen de vivre de leur art, c'est d'aller dans les écoles faire des résidences. Et ça, je trouve ça un peu bancal, quoi. Alors, après, c'est l'argent public, là, hein, c'est pas l'argent privé. Hein. Oui,
Justement, pour parler de l'argent public, et là, Pitre, quand vous avez cité votre mot d'ordre à base de spontanéité. Quand on entre dans différents lieux de production de son art, que ce soit en toute spontanéité, sans aucun cadre, avec un cadre, avec une SMAC qui te commande une fresque, ou avec un service culturel, ou avec une agence, ou avec une galerie dans laquelle tu exposes. Comment est-ce que vous articulez toutes ces activités dans votre calendrier, peut-être pour en parler très, très concrètement, et en termes de revenus, comment ça s'organise en fait, comment vous arrivez de ces différentes activités à tirer des revenus, même si elles ne sont pas toutes rémunératrices? Ça tombe bien que tu poses cette question en ce moment, c'est qu'on a fait notre déclaration d'impôt, donc on sait à peu près comment on fait, sinon... Et on va la projeter d'ailleurs, je crois. Oui, c'est l'image d'après. Ouais. Non, du coup, en fait, on est, comme on disait, on est très spontané et on n'est pas désorganisé, mais on avance vraiment petit à petit. Du coup, à la fin de l'année, on ne sait jamais trop comment on a gagné de l'argent. En tout cas, on a réussi à faire notre année et à vivre correctement. Et donc, cette année, en faisant notre déclaration avec notre ami comptable, qui vient aussi faire les choses pour qu'on les fasse bien, parce que sinon, des fois, on oublie des cases, on a vu, en gros, quels étaient nos revenus sur une année. Je dirais que principalement, tu me corriges, et là, si je me trompe, parce qu'en fait, on fait 2 déclarations. Que c'est des revenus de vente d'œuvres, vraiment de travail de galerie. Donc on vend des dessins, des toiles, il y a certaines fois c'est des sérigraphies. On gagne de l'argent donc principalement avec ça. Après on a des commandes de murs, d'interventions en milieu urbain, où là on est rémunéré pour ça aussi. Et puis en dernier arrivent, je dirais, les droits d'auteur. C'est-à-dire donc tous les ouvrages qu'on produit nous-mêmes ou qu'on produit avec des maisons d'édition, où là on se rend compte qu'on gagne vraiment très peu d'argent là-dessus, même si c'est des gros tirages, même s'ils sont bien diffusés, c'est vraiment pas ce qui nous fait vivre. Je te passe le micro. Juste, je voulais dire que comme on a une asso, toutes les commandes type invitation dans les festivals d'art urbain et tout ça, ça rentre sur l'association. Donc en fait, je pense qu'on fait beaucoup plus rentrer d'argent sur notre association que sur nos comptes perso. Donc en fait, si on classait ce qui génère le plus d'argent, c'est quand même plutôt les commandes et les invitations. Mais comme c'est pas de l'argent qui nous appartient et qu'on le réinjecte tout de suite dans nos projets, dans notre déclaration d'impôt, les premiers revenus, c'est plutôt la galerie. Et justement, hier, on parlait de cette association et du fait qu'elle représente une source de financement pour l'ensemble de vos projets et pas seulement ceux qui ont été faits dans les cadres légaux, et qu'elle peut même contribuer à faciliter, amortir les risques du travail illégal. C'est ce que disait Loïc hier en off, c'est que du coup, le fait d'avoir de l'argent sur cet asso, ça nous, en plus de nous permettre de, par exemple, autoproduire nos livres, je sais pas, même juste se faire une grosse campagne de pub sauvage à Paris, des choses comme ça, ça paye aussi les amendes potentielles qu'on peut avoir quand on fait des choses sauvages. Du coup, c'est comme si on avait 2 budgets. On a le travail de galerie qui nous fait bouffer et le travail qu'on fait rentrer sur l'association qui fait qu'on peut continuer des projets artistiques de plus grande envergure parfois. Et à l'échelle temporelle, tout ça, c'est pas forcément très régulier, parce que tu fais pas des commandes tous les jours ou tous les mois, que tu fais pas une expo en galerie tous les ans. Donc c'est aussi des temporalités différentes comme ça à l'échelle d'une année, plusieurs années. C'est le geste que tu faisais, c'est vraiment en dents de scie. Ça veut dire qu'on a des hauts et des bas, parfois très hauts et parfois très bas. Je crois jamais très bas. Non, mais on s'en sort toujours de toute façon. Puis mon père est millionnaire, donc je m'en fous. Je reprendrai sa boîte derrière. Pierre Edouard dans ta
dans ton... Non, ton des graphe? fois on peut avoir des très bas, mais on a toujours assez confiance en la suite du fait qu'on est toujours en train de produire. Comme on a aussi un fonds de roulement du coup du fait qu'on a notre structure d'association, à savoir que c'est un argent qu'on utilise vraiment que pour des projets qu'on veut mener nous personnellement, où parfois on est déficitaire sur ces projets-là, mais ça amène des projets qui vont être rémunérés par la suite. T'as un Donc, exemple en tête pour illustrer ça? Comment? T'aurais un exemple en tête pour illustrer ça, un truc que t'aurais fait à perte et qui t'a permis derrière qui a attiré l'attention de quelqu'un qui t'a proposé? Je pense qu'il y en a plein. Je dirais que les exemples les plus concrets, c'est certainement quand on va travailler à l'étranger, qu'on n'est pas invité à le faire. Comme on a un besoin quand même de produire beaucoup et de découvrir des nouveaux territoires et de faire vraiment des travaux dans des contextes qu'on ne connaît pas, on a beaucoup financé au début nos voyages comme ça. Donc on prenait cet argent-là pour aller faire des installations, des collages dans les rues, ou peindre des murs, ou faire des graffitis, ou même retourner des villes de stickers, tu vois, de façon à ce que notre nom se répète, et puis en même temps on tombe sur une pièce dans la rue. Tout ça, c'était financé par nos propres moyens. Tu le fais dans un pays, et l'année d'après, tu as quelqu'un de ce pays qui t'appelle en pensant que tu as été invité l'année d'avant. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient « Ouais, mais vous êtes venu à Montréal, c'était dans quel cadre ?» Et il n'y avait pas de cadre en fait, c'était vraiment on investit de l'argent pour aller passer du temps dans une ville et l'investir pendant un moment, quoi. Et donc ça, après, tu as un retour, et c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois qu'on soit rappelé dans certains pays du fait que juste qu'on soit passé par hasard, quoi. Après, on a un peu une maladie du sticker, c'est du tag, où dès qu'on passe à un endroit, on aime bien sticker. Ça s'est pas du tout vu depuis que vous êtes arrivé à Nancy d'ailleurs. Ouais, mais on assume complètement. Mais d'ailleurs, on signe pas quand on peint un truc, on le signe pas en général. On va le signer dans la ville. Pour vraiment garder cet esprit c'est pas pour le garder, c'est que c'est impossible de faire autrement. C'est qu'on a besoin de connaître la ville, de marcher beaucoup. C'est arrivé d'ailleurs qu'on marche dans des rues pendant des journées entières avec des sauts de colle, des trucs. C'était vraiment hyper galère, tu vois. Mais en même temps, c'est aussi comme ça que tu connais une ville, que tu connais les habitants, que tu es même confronté au mécontentement ou au contentement des gens quand tu travailles en sauvage dans la rue, quoi. Et après, pour d'autres projets comme ça dans lesquels on a investi de l'argent, il y en a un, mais pour l'instant, il nous a rien rapporté. C'est qu'on a travaillé dans des carrières à faire exploser nos dessins. Et alors là, si tu veux un projet à perte, c'est parfait parce que même les gens de la carrière, qui sont un peu des mecs, des bons gros bourrins de la pierre, ils nous disaient, du coup, vous mettez 2 jours à peindre ce grand truc et après, vous le faites péter, mais à quoi ça sert ? Oui, non, on est d'accord par contre qu'on parle que de choses qui ne servent à rien. Hein. Ouais. Beaucoup. Ouais. Non, mais tu vois, cet exemple de la carrière qui est un projet qu'on a mené nous-mêmes, où on sait qu'on investit un argent là-dedans, Ouais. on se dit que ça fait partie aussi d'un processus qui complète vraiment tout notre travail, où peut-être qu'un jour on sera payé pour justement faire une installation rémunérée d'explosion dans une carrière. On nous a déjà proposé de mettre en scène ces trucs-là en étant rémunéré, mais c'était trop démonstratif, tu vois. On enlevait le côté artistique et il fallait juste que ce soit spectaculaire, quoi. Mais quand on le fait, on se dit pas on investit dans l'esprit que un jour ça va forcément arriver, on va nous demander ça. C'est juste qu'on a besoin de le faire. On a mis de l'argent de côté sur notre asso pour se permettre sur le saut, donc on se pose pas la question, on le fait parce qu'on a les moyens de le faire. Et à l'inverse, quand vous êtes sollicité pour venir réaliser une fresque, mettons, alors on va dire qu'une mairie vous appelle pour faire une fresque, qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou pas? Qu'est-ce qui fait que le projet vous intéresse? Comment en fait vous articulez quelque chose de pas du tout spontané, une commande, avec votre démarche de spontanéité que vous avez décrite avant? Et là, si tu veux... Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, il y a le premier feeling avec les gens qui prennent contact avec nous. Je ne sais pas comment on sent ces petites choses, mais il y a des petites choses qui indiquent tout de suite à qui on a affaire. Et si on a, enfin, pas tout de suite d'ailleurs, à force de s'être fait piéger aussi par des choses où on a dit oui et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde. À force, on reconnaît de plus en plus vite
à qui on a affaire et si on joue sur le même terrain ou pas, quoi. Du coup, il y a déjà ça en premier. Je dirais même ça passe avant la proposition en général, le cadre et tout ça qu'on nous propose. Et puis après, du coup, on va demander tout de suite les supports qu'on nous propose et tout ça. Et là, du coup, on va avoir aussi un choix à ce niveau-là, c'est-à-dire est-ce que l'espace et le cadre qu'on nous propose, il est intéressant ou pas, est-ce qu'il résonne avec nos dessins et tout ça. Et après, il peut y avoir aussi les conditions matérielles. Ça dépend. Si on sent que les personnes qui nous invitent, par exemple, on a trop envie de les rencontrer depuis longtemps, ou que le support qu'ils nous proposent, il est génial, on va être beaucoup moins regardant sur les conditions matérielles. Si c'est un truc qui se met à être en concurrence avec une autre proposition, bah là, du coup, il faut faire intervenir encore d'autres critères pour arriver à faire un choix. Et là, il y a aussi les conditions matérielles qui rentrent en jeu, du coup. Merci. Et Thomasine, je voulais aussi qu'on revienne sur ce patchwork de revenus qui permet à une guide conférencière d'art urbain de vivre dans l'année. J'imagine que faire des visites d'art urbain en été, c'est bien, il y a du monde. En hiver, c'est plus compliqué. Donc tes revenus, pareil, sont peut-être pas très réguliers sur l'année. Comment tu fais, toi, pour vivre de ton travail à l'échelle d'une année ? Eh ben, il faut être polyvalent, en fait. Il faut savoir faire plein de choses, parce que comme vous l'avez dit, en fait, c'est en dents de scie, sans arrêt. C'est-à-dire que les périodes printemps-été, alors là, on a plein de boulot, on gagne très bien sa vie, parce qu'on fait parfois 2 voire 3 visites par jour, ce qui est épuisant aussi. Parce que, voilà, il faut parler tout le temps. De parole, voilà, on marche 15 km, voilà, c'est très physique, sportif, mais c'est génial. Et puis en hiver, forcément, il y a beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de propositions. Donc à ce moment-là, on fait autre chose en fait. Donc moi, pour ma part, je bosse beaucoup avec des artistes. Donc je travaille en tant qu'assistante d'artiste pour certains, ou avec des associations. Donc en hiver, on va plus travailler sur des projets justement de murs ou des choses comme ça. Et après, je travaille aussi parfois dans des musées. Donc l'hiver, c'est plus confortable. Mais il faut savoir qu'il y a 2 sortes de guides aussi. Vous avez, et de médiateurs. Vous êtes ou salarié par une structure, un musée, et en ce cas, mais là aussi il faut être polyvalent, parce que souvent l'intitulé du poste, vous n'êtes pas juste guide pour le musée ou médiateur. Vous êtes hôtesse d'accueil, vous faites la billetterie, vous faites la boutique, vous faites la librairie, et là vous faites les visites. Donc voilà, il faut faire plein de choses. Et puis là, quand vous êtes salarié, vous avez un revenu qui tombe quand même tous les mois, donc ça c'est ce qu'on recherche tous en fait, et ce qui est le plus compliqué. Et après, sinon, vous êtes auto-entrepreneur. Donc ce qui est mon cas, en indépendant. Et là, c'est très compliqué aussi parce que chaque cachet que vous touchez, évidemment, vous êtes taxé dessus derrière. Donc on est considéré dans les professions libérales non réglementées. Donc on est taxé à 24% de chaque chiffre d'affaires qu'on fait tous les mois. Et il faut savoir que oui, alors l'URSSAF ne comprend absolument pas, quand tu parlais de métiers flous, c'est exactement ça, que ce soit l'URSSAF ou Pôle emploi, quand vous êtes indépendant, vous cotisez pas. Donc on ne cotise pas pour la retraite, on ne cotise pas pour le chômage. Et en plus de ça, on est sans arrêt en train d'essayer de justifier et d'expliquer notre travail à différents interlocuteurs qui n'est jamais le même au téléphone, donc il faut toujours passer des heures et des heures pour réexpliquer. Et pour vous donner un exemple de ce métier flou, les guides conférenciers à l'URSSAF, on est dans la catégorie des APE, donc c'est l'activité principale exercée, c'est art du spectacle vivant. Voilà, ça donne une idée quoi. Donc voilà, il faut savoir rebondir, faire autre chose en fait dans les périodes où il y a moins de visites. Et quand les visites sont interdites parce qu'on n'a pas le droit de se réunir parce qu'il y a des maladies le Covid, comment ? Oui, alors on parlait des hauts et des bas. Là, c'était une période très 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 bas pour les guides et les médiateurs. Moi, je connais beaucoup de guides qui se sont reconvertis en fait, qui n'ont pas survécu au Covid et qui ont fait autre chose. Et après, fallait qu'on s'adapte. On s'adapte, c'était le mot d'ordre qu'on répétait tout le temps. Donc, moi, par exemple, j'ai essayé il y a des partenaires avec qui on travaillait, notamment une plateforme qui s'appelle Explore Paris, qui nous avait proposé de faire des visites guidées en ligne. Je trouvais ça un peu absurde de faire le même parcours que ce que je fais en extérieur en ligne. Surtout que même si on était confinés, à un moment on pouvait ressortir un peu, donc c'est des parcours que les gens pouvaient faire, donc je trouvais ça complètement absurde. Donc je leur ai proposé de faire des visites de lieux, des conférences sur des lieux où de toute façon ils n'auraient pas accès, parce que difficile d'accès, interdit au public, et en fait faire tout un cycle sur l'urbex.
Et ça a bien marché. Sauf que à ce moment-là, on avait les institutions, Explore Paris, etc., ne touchaient pas de subventions pour pouvoir payer les guides. Et donc on était payé au nombre d'inscrits. Alors on pourrait croire que c'est sur Internet qu'on peut avoir 100, 50, 200 inscrits. C'est faux, hein. On avait en moyenne une dizaine d'inscrits. Donc je vais donner un cas concret. Si l'inscription elle est à 10 €, la plateforme elle touche 1 ou 2 € dessus. Donc en fait le guide gagne 8 €. Et si vous avez que 4 inscrits, c'est une catastrophe quoi, à la fin de la visite, quoi. Donc ça a été assez compliqué. Avec donc des enjeux de calcul de la rémunération et en fait aussi de créer un prix. Et ça, je pense que vous avez tous et tous été confrontés, de créer un prix, de donner une valeur économique à un travail qui a des valeurs beaucoup plus variées que ça pour soi, sans forcément avoir des grilles dans lesquelles qui sont préétablies. C'est ça, en tout cas, il n'y a pas de grille, ça n'existe pas. Pour les guides, je parle d'art urbain, là parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais pour les guides en général, en fait. Il n'y a absolument pas de grille tarifaire, donc du coup, on a parfois des rémunérations qui vont à hauteur de 20 € pour la visite à 200 € pour la visite. C'est des choses complètement hallucinantes, des écarts comme ça. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'est bien déjà. Et moi, je vous propose, j'ai pas mal d'autres questions à vous poser, mais je vous propose qu'on commence à ouvrir la discussion. Je vous en pose juste une dernière avant. Comme ça, vous pouvez réfléchir si vous avez des questions à leur poser. C'est ça, hein, on est 10h30. Chacune, qu'est-ce que tu préfères et dans ton métier et c'est quoi le plus contraignant peut-être est là? C'est quoi le kiff et c'est quoi la contrainte? La contrainte, c'est dès qu'on est justement dans un deal de plus de commandes et tout ça, de dealer avec les commanditaires. Non, je crois que ce que je déteste le plus, c'est me faire prendre au piège quand on répond à une commande, à tout le côté com et tout ça que j'ai pas anticipé, parce qu'à chaque fois j'y vais hyper naïvement, genre génial, je vais peindre, là. Et en fait les mecs, ils ont prévenu tous les journalistes régionaux, gna, et du coup on se retrouve à se faire prendre en photo alors qu'on n'a pas du tout envie d'être pris en photo, à devoir répondre à des interviews alors qu'on n'a pas envie, et ça c'est horrible. Ça vraiment j'ai l'impression de me faire piéger. Non mais dans ce contexte c'est différent, je sais pas, ça va mieux. Et ça c'est le pire. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est de répéter le truc et de toujours me refaire prendre au piège et de pas arriver à l'inclure. Je sais pas comment dire, c'est comme si j'arrivais pas à en tirer une leçon et à ce que ça se passe mieux la fois d'après. Il y a toujours un endroit que j'ai pas réussi à anticiper qui fait que je me fais toujours prendre au piège. Et c'est dû à quoi ce piège? Pourquoi des fois il y a piège et des fois il y a pas piège? Parce qu'il y a des interlocuteurs qui peuvent traduire ton besoin auprès de leurs collègues pour que ça se passe bien et des fois ces interlocuteurs sont pas là. Ouais, c'est ça, où on s'est pas attendu à ce que ça arrive aussi à cet endroit-là et du coup on n'a pas anticipé, on n'a pas prévenu. Oui, et c'est tout ce côté, oui, où je sens qu'il y a comme des intérêts autres que les nôtres qui se jouent et où du coup on va nous ramener ah oui mais du coup on a prévu aussi une rencontre avec une classe et machin et que du coup on a besoin de se défendre toujours de ça alors qu'on n'avait même pas imaginé que c'était logique pour les gens qu'on a en face de nous qu'il y ait tous ces bonus en plus qui se rajoutent quoi. Est-ce que Loïc tu veux Mathias? C'est là où une grille tarifaire permet de mettre les choses au clair. Les droits de représentation ça se paye. Ouais, c'est ça, mais il faut anticiper tout ça à chaque fois, quoi. Et du coup, si on t'a pas prévenu, c'est la meilleure défense que tu peux avoir, du coup. Oui, mais du coup, tu rentres en guerre. Et souvent, on est dans ce rapport-là, avec les gens, c'est que bien, soit on est avec des gens de confiance qui nous imposent pas ce truc-là parce qu'ils sont honnêtes, soit on est avec des gens qui nous mettent ça en dernière minute et on arrive dans un climat hyper tendu si on se met à se défendre parce qu'ils le prennent mal et tout. Donc il faut avoir l'énergie aussi de ça. Ça veut dire que à chaque fois, est-ce qu'on a l'énergie d'être hyper tranchant et de leur faire comprendre que souvent on l'a, mais parfois on l'a pas et on se laisse un peu abattre. Moi, je voudrais rajouter, il y a un truc qui nous dérange, c'est aussi les enjeux cachés des gens qui nous invitent. Ouais. Oui, mais au-delà de la communication, où on a déjà travaillé avec des personnes qui nous invitaient, ouais, on a ça, on aimerait vraiment que vous le peigniez, c'est une surface énorme, machin, ce serait génial. Nous, bien sûr, on dit bah oui, ce serait génial. Et puis on se rend compte qu'en fait, tout a été calculé d'avance
pour avoir des retombées médiatiques, pas pour nous, mais pour la personne qui organise. Ce qui ne nous dérange pas si c'est dit dès le début. Je veux me faire du buzz sur votre dos, vas-y, on partage les bénéfices et il n'y a pas de problème. Et moi, c'est vrai que c'est peut-être ça qui me dérange. Après, les actions d'ateliers, de rencontres avec des classes ou même des personnes adultes, ça me dérange moins, sauf si c'est un peu organisé en sous-marin, mais c'est vrai que si c'est dit dès le début, c'est pas un truc qu'on aime faire naturellement, mais c'est vrai qu'on trouve que c'est important aussi d'avoir une vraie rencontre avec le public qui va voir nos travaux pour pas s'imposer dans un paysage sans rien dire, quoi. Arriver, boum, une grosse façade, quoi. Ça, je crois que Après, au-delà de cette sensibilité ou pas qu'on a pour les différentes tâches, ce que vous dites, c'est que un artiste, ça peut remplir différentes tâches, enfin ça peut faire différentes tâches, mais elles sont pas forcément toutes explicites dans la commande, et que ce qui est désagréable, c'est quand ce flou vous oblige à faire des tâches qui n'étaient pas celles pour lesquelles vous pensiez que vous étiez là, et des tâches qui en plus servent des intérêts. On en parlera, on va avoir l'occasion de continuer cette discussion cet après-midi, mais sur les différents enjeux politiques qui peuvent conduire au fait d'inviter des artistes qui ne sont pas forcément seulement de produire de l'art. En 2 mots, Mathias, sur le kiff et la contrainte dans ton travail. Moi, le kiff, c'est la rencontre avec les artistes, de partager un moment où, pour moi, quand la Biennale commence, c'est un peu les vacances, finalement. Et une fois que je suis sur une nacelle avec un rouleau à la main pour donner un coup de main, là, je prends du plaisir. Ouais. Après, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est pas un plaisir de remplir des CERFA, quoi. C'est pas un plaisir de remplir des CERFA, ça aurait pu être le titre de cette table ronde. Thomasine. Alors, moi, j'ai commencé par la contrainte. Même chose, hein, c'est tout l'administratif qu'il y a derrière, en fait. Toutes les galères, comme j'expliquais, le temps passé à l'URSSAF, etc., pour expliquer ce qu'on fait, nos activités, etc. Donc ça, c'est vraiment la contrainte, enfin la chose désagréable, enfin qu'on n'aime pas faire forcément, quoi. Et au contraire, le point positif, moi, c'est la transmission, en fait. C'est l'échange, que ce soit avec les artistes ou avec le public. Et dans les images que j'avais amenées, bon, je n'ai pas eu du tout le temps d'en parler, mais il y en a. Je peux parler peut-être d'un cas, d'un exemple. Et puis après, on ouvre la discussion. Très rapidement, c'est le débat que ça peut lancer, en fait. Ouais. Là, on travaillait avec une artiste qui s'appelle, c'est sur le mur 93, qui s'appelle Caro la Lune, et qui intervenait, très très rapidement, le mur 93, donc c'est un mur où à programmation, donc tous les 3 mois, de nouveaux artistes interviennent sur ce mur, et entre chaque mur, on fait une phrase de transition qui est débattue au sein de notre collectif, et on fait des ateliers participatifs pour ces transitions. Et là, c'était avec le lycée Angela Davis, donc c'était une classe de jeunes filles qui avaient discuté en cours et avec l'artiste sur une phrase à écrire au moment de la Journée internationale du droit des femmes. Et c'est les jeunes filles qui ont elles-mêmes décidé de la phrase, donc je vous la lis. Ne dites pas à vos filles de ne pas sortir, dites à vos garçons de bien se tenir et tout ira bien. Sachant que ce mur, il est situé en plein cœur de Saint-Denis, donc un quartier populaire où le soir notamment, les hommes zonent et les femmes tracent. C'est vraiment ça. Donc elles qui vivent ça au quotidien ont décidé de noter cette phrase, et nous on était plusieurs, il y avait tous les membres du collectif et nous en tant que médiateurs. Donc là c'est un autre rapport, c'est pas de la visite guidée, c'est de la médiation pour tempérer aussi parfois les réactions. Et ce mur a véhiculé énormément de réactions, aussi bien des phrases très positives, notamment des femmes qui passaient, qui applaudissaient les jeunes filles qui écrivaient. Ça a été bien reçu, et à l'inverse, des hommes en général âgés qui l'en prenaient très mal et qui nous limite agressaient en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous écrivez, moi ma fille je la laisse pas sortir. Et donc là on disait oui mais lisez le bout de la phrase, allez jusqu'au bout. Et en fait ça a développé tout un débat, que ce soit entre les riverains, les commerçants, parce que c'est situé sur la halle du marché, les gens qui passaient, les étudiantes, et en fait c'était hyper enrichissant parce que on s'en moque en fait des réponses que ça apporte, que ce soit bien ou mal, on s'en moque. Ce qui est intéressant, c'est les questions que ça soulève et le débat que ça entraîne.
Et bien justement, voyons quelles questions ça soulève, tout ce que vous venez de nous dire. Je vous remercie beaucoup. On peut bien sûr continuer pendant une vingtaine de minutes à discuter tous et toutes ensemble, en sachant encore une fois qu'il y a tout un tas de sujets qui vont se tisser dans les prochaines tables. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez dit, pour ce que vous avez livré, qui est parfois un peu technique et des fois aussi un peu perso. Donc vraiment merci d'avoir joué ce jeu-là. Est-ce qu'il y a des remarques, des interrogations? Oui, madame. Si vous voulez, on peut prendre aussi plusieurs questions à la suite et après vous y répondez. Comme ça, on brasse encore plus de matière. Et la question qui m'est venue, c'est cette collision entre les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, et puis l'art urbain. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une forme de, le mot est peut-être un peu fort, récupération, ou en tous les cas, instrumentalisation de cet art bien particulier qui a investi l'espace public, qui n'est pas celui qu'on retrouvera dans l'univers muséal, donc qui donne à voir quelque chose avec des messages. Bref, dans quelle mesure les collectivités territoriales sont instrumentalisantes de cet art bien particulier? Merci. On prend deux ou trois questions et puis après... La mienne rejoint un peu celle-là. C'était oui. Ah pardon, excuse-moi, je me suis jetée sur le micro. C'est parce qu'elle correspond un peu à ce que vient de dire Madame, et c'était à propos de votre dernière phrase, Pierre-Édouard. Comment tout ça contribue à la fabrique de la ville néolibérale? Merci. Bonjour. Donc moi, je suis aussi graffeuse en fait, mais censurée. Parce que j'ai pas la chance de faire un atelier avec vous. Et en fait, oui, effectivement, rien que le festival là, à Nancy, comment il est organisé, quoi. Pourquoi c'est toujours ce même entre-soi d'année en année, cette cooptation masculine qui perdure, et les villes qui acceptent qu'un mec, leader d'opinion, dise non, on veut pas de filles, on veut rester entre mecs, donc on fait ça comme ça, et puis c'est tout, quoi. Nous, on peut ramener du monde, on peut être nombreux entre mecs, voilà, elle peut rien, voilà, elle est toute seule, on la prend pas, et puis c'est tout, ça reste ultra masculin, et puis c'est comme ça, et l'espace public, il est envahi, c'est un envahissement, quoi. On parle le GIEC, le rapport du GIEC, les peintures murales, hein, quand même, c'est pas très écologique, il vaudrait mieux végétaliser les murs, ça servirait mieux à la société, hein, que des fresques comme ça, là, faites par des mecs pour des mecs. Dans la rue, on en profite moins, les femmes, puisqu'on sort moins, hein. Ouais. Merci. Une autre, et puis après, on vous relivre les questions. Je vous en prie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près depuis quand a-t-il commencé cet art urbain et à quel moment a-t-il pu trouver une certaine adhésion, je dirais, pour être produit dans les villes? Merci. Alors, je vous propose de vous relivrer cet ensemble de questions qui, en fait, soulèvent pas mal de sujets qu'on va encore une fois discuter, et notamment dans la table ronde de cet après-midi où on parlera vraiment des politiques publiques du point de vue de ceux qui font l'action publique. Là, plutôt, vous êtes du côté de celles et ceux qui y répondent et qui, voilà, donc sur ce sentiment ou pas d'être instrumentalisé par la commande dans laquelle vous situez. Et peut-être, pour reprendre ce que vous disiez, Madame, aussi, sur le sentiment de la partialité du choix qu'on peut avoir quand on est répondant à des appels à projets qu'on gagne des fois et des fois qu'on perd, ou dont on est exclu, ou voilà, il y a comme ça une structuration de l'action publique qui met en concurrence les médiateurs, les associations, les artistes pour accéder aux ressources. Donc vous, quand vous êtes dans cette position-là, d'être celles et ceux qui bénéficient de la subvention, comment vous vivez à la fois la manière dont on vous utilise, la manière dont on vous choisit, peut-être à travers des exemples pour en parler. Est-ce que tu te sens choisi ou pas choisi, en fait? Enfin, c'est aussi ça la question. Est-ce que tu te sens instrumentalisé, pas instrumentalisé, choisi, pas choisi? De toute façon, quand tu rentres dans une programmation d'un événement, tu es choisi. Ça se fait pas sur concours. Il n'y a pas un concours avec une note, et puis c'est parce qu'il y a une direction artistique qui va dire cet artiste-là dit quelque chose d'intéressant, ou j'ai envie de le produire. Et moi-même, en tant que programmateur, c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire,
je ne suis pas tout seul, on ne lance pas d'appel d'offres, on va choisir des artistes sur leur travail. Et si on nous imposait de faire des appels d'offres, on arrêterait ce travail-là, tout simplement, parce que ça ne m'intéresserait pas qu'on m'impose la façon dont je dois choisir les artistes. Et je préférais aller vivre ma vie d'artiste à côté, puis pas passer tout mon temps. Je suis pas un technicien, quoi. Et voilà. Bon, après l'instrumentalisation, en fait, c'est un espèce de jeu qui est là, auquel il faut prêter attention, c'est-à-dire pas accepter des projets n'importe comment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les artistes aient leur liberté totale. Ou quand elle est contrainte, que ça soit une contrainte qui soit acceptable. Voilà. Ouais, moi je vais répondre à cette première question. Et j'avais l'autre visuel dont j'ai pas parlé correspond complètement à ça. Alors, je vais resituer dans le contexte pour que tout le monde comprenne. C'est un site abandonné à la Courneuve qui s'appelle c'était les anciennes usines Babcock et Wilcock. Donc c'est 3 hectares d'usines abandonnées qui ont été investis depuis ces 2 dernières années majoritairement par des graffeurs et notamment des gens qui font de l'urbex, c'est-à-dire de l'exploration urbaine. C'était un endroit où moi je savais qu'il y avait du graffiti. Et la première fois que j'ai pu y aller dans un cadre officiel, c'était justement les collectivités qui avaient invité différents groupes, enfin on était 6 guides avec chacun nos spécialités, pour faire un parcours à la base qui était sur le patrimoine industriel de la ville de La Courneuve, parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Et on avait pu rentrer, on a eu la chance de rentrer à l'intérieur, de voir les fresques qui étaient faites. Et j'étais la seule spécialisée en art urbain, donc forcément, moi j'ai reconnu plein d'artistes à l'intérieur, des gens avec qui je travaille, etc. Et en fait, il nous avait dit le bâtiment ne peut pas être visité en intérieur pour des problèmes de sécurité. Quelques mois plus tard, je suis recontactée par la ville pour me proposer, donc le service art et patrimoine, le service culturel en fait de la ville de La Courneuve, qui me propose de faire des visites à l'intérieur, mais très spécifiques, avec un parcours délimité, avec tout un équipement comme vous voyez sur la photo, où on a le casque, les gens leur demandent de venir avec des chaussures de sécurité ou avec des semelles très épaisses, etc. Et dans ce cas, moi, mon travail, ça a été d'aller contacter les artistes, discuter avec eux, parce que je voulais leur rendre hommage à cette spécialité qu'est l'urbex, qui est en fait pas connue du grand public, contrairement à toutes les grandes commandes publiques qu'on peut voir. Et donc voilà, j'ai créé tout un parcours et ça a marché un temps puisque la ville voulait rencontrer ces artistes par ces visites. Donc j'ai fait un espèce de travail de médiation, cette fois-ci d'intermédiation exactement, pour présenter ces artistes à la ville. Il y a eu des échanges hyper bien. Ça s'est très bien passé. Eux, ça peut leur déboucher plus tard justement des commandes, des ateliers, des choses comme ça. Et tout se passait très bien jusqu'à ce que le bâtiment soit racheté par des promoteurs immobiliers. Et c'est là où je réponds à votre question par rapport à l'instrumentalisation, la récupération. Les promoteurs immobiliers, le bâtiment étant abandonné, c'est la ville qui avait mis en vente ce bâtiment. Donc eux, leur intérêt forcément, ça va être de restaurer le bâtiment. Ils vont faire des commerces, des logements, il va y avoir un cinéma, enfin voilà, c'est 3 hectares, donc c'est immense. Et là se pose la question d'une occupation temporaire qu'ils veulent faire. Et la ville, qui n'est plus propriétaire du lieu, avait demandé à ses promoteurs et aux agences à laquelle ils font appel pour l'occupation temporaire d'inclure les artistes dans le projet, puisque c'est des artistes qui squattent quand même depuis 2 ans et demi. Alors ok, c'est complètement illégal, ils n'ont pas le droit d'être là, mais ils y sont tous les jours. Enfin, c'est devenu chez eux en fait, c'est une espèce de résidence sauvage qui s'est faite. Et de m'inclure également pour les visites, puisque je les suis depuis 2 ans, enfin voilà. Et puis finalement, on est en négociation, en discussion, l'avenir nous dira ce qui se passera, mais il s'avère que c'est les promoteurs immobiliers ont fait appel à une agence qui va venir avec leurs propres artistes, leurs propres médiateurs, et en ça, c'est vécu forcément pour ceux qui investissent le lieu depuis 2 ans et demi comme une espèce de récupération. Un accompagnement en fait qui n'est pas parfait, on va dire, à ce niveau-là. Donc, on verra, comme je dis, là, on est en négociation pour savoir
si les artistes peuvent être inclus dans le projet, avoir un atelier pour la restauration par exemple pour la suite, si des visites vont pouvoir être réalisables, sachant qu'on sait que c'est possible. Ça a été fait, même si c'était un parcours très défini. Il y a eu un article dans le journal local, donc voilà, les riverains sont au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, on verra comment ça se passe par la suite, quoi. Et je te remercie de pointer en réponse à cette question des usages politiques de l'art ou des usages économiques de l'art, la diversité des acteurs, parce que parfois, on pouvait le sentir dans ce que tu disais Loïc tout à l'heure, il y a peut-être un élu qui va vouloir faire sa propre com sur ton travail, mais parfois il y a aussi d'autres acteurs professionnels et un autre monde économique qui se greffe dans ces processus, et l'instrumentalisation n'est pas toujours aussi... elle vient pas toujours des mêmes endroits en fonction des projets, et c'est aussi ça qui est intéressant. Il faut savoir si c'est un accompagnement ou une instrumentalisation. Ouais. C'est pas la même chose. Et là, moi, ça me fait penser à ce que tu as dit au tout début en parlant des nettoyeurs, qui étaient là, pour le coup, un corps de métier hyper précis, hyper technique, en rapport direct avec ça, et que, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui est bien avec les métiers flous, comme tu disais, c'est que c'est tout le temps vivant, et que du coup, c'est aussi à nous de réagir à toutes ces choses qu'on pourrait prendre comme des retournements de situation et tout ça. C'est à nous ensuite de renvoyer la balle, et c'est comme une partie de ping-pong, comme avec les nettoyeurs, où les mecs qui vont trouver un super nouveau vernis anti-graffiti, et ben les mecs qui vont se mettre à rayer la surface ou des choses comme ça. Et ben du coup c'est ça qui rend la chose quand même toujours vivante et toujours en mouvement. Donc il s'agit pas de se laisser aigrir et abattre en disant oui on est récupéré machin. J'ai l'impression que c'est plutôt aussi maintenant à nous d'être malins et de trouver encore d'autres façons de rester vivant dans tout ça et vif. Mathias, tu veux rebondir? Et puis après je voudrais... Non si, juste un petit truc sur la récupération, l'art urbain en ce moment, c'est vraiment la tarte à la crème. La tarte à la crème, la façon de ripolliner une ville, et dans une ville moyenne ou dans une petite ville, tout le monde veut son parcours street art parce que c'est nécessaire. Une ville doit avoir un parcours street art, et parce que aussi l'art urbain c'est quelque chose de populaire, de facile à comprendre, que tout le monde peut s'en emparer, et tout le monde a envie de s'en emparer. Tout le monde a envie aussi d'être... pas tout le monde a envie d'être un artiste urbain, mais tout le monde a envie de pratiquer, faire son petit pochoir ou son machin. Et quelque part, c'est aussi un retour des choses, du fait que nous, on soit emparés de l'espace public, d'avoir donné envie à tout le monde de s'emparer de l'espace public, quoi. Et avoir donné envie aussi aux élus, qui soient rendus compte qu'en fait, cette appropriation de l'espace public, c'est quelque chose d'important. Ouais. Alors, ça a ses revers, évidemment. Oui. Puisque maintenant le parcours d'art urbain dans la ville de Tartampion, c'est un truc obligatoire. Ça va devenir il faut son musée et son musée dans la rue, dans l'espace public, à ciel ouvert. Je te remercie. C'est vraiment un sujet qu'on va décortiquer encore plus cet après-midi sur cette standardisation en fait de l'action publique. Mais je voudrais revenir à la question de monsieur qui était celle de l'histoire finalement de ces politiques publiques, si j'ai bien compris, c'est-à-dire depuis quand est-ce qu'il y a des gens qui accompagnent politiquement ça Et quand est-ce que ça a commencé de façon sauvage d'abord, je crois, et depuis quand c'est devenu une histoire d'institution? Alors Bien sûr, ce qui motive l'artiste pour réaliser une expression artistique, et ce qui motive le commanditaire pour avoir effectivement dans sa ville une expression artistique. Alors, vraiment, encore une fois, si vous en prenez pas ombrage, monsieur, je vais livrer une part de votre question maintenant, et la seconde, on l'abordera vraiment en profondeur cet après-midi, de façon à rester sur cette question des professionnels. Excusez-moi de faire ce travail-là. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans ce que vous dites, c'est depuis quand les pouvoirs publics s'intéressent à ce que font les artistes, parce que, en gros, pendant longtemps, on s'intéressait peu, et puis petit à petit on s'y intéressait peut-être dans certains endroits, parce que c'est une pratique d'espace public qui permettait d'aller toucher une jeunesse que les pouvoirs publics avaient du mal à toucher. Donc il y a peut-être eu un peu d'action socio-culturelle dans le cadre de la politique de la ville dans les années 90. C'est une manière pratique d'aller toucher les jeunes par l'art, parce qu'on est déjà dans la rue et que c'est à ce moment-là des jeunes qui font ça. Et puis petit à petit, d'autres acteurs s'intéressent à ça, des acteurs
de la jeunesse, des acteurs de l'urbanisme, des acteurs du tourisme, vous en avez parlé, et puis un peu des acteurs culturels aussi. Et vous, dans ce paysage-là, donc il y a peut-être différents objectifs politiques pour utiliser l'art urbain, mais vous, dans ce paysage-là, et c'est ce que tu m'as dit, Mathias, quand on a préparé ce travail, tu m'as dit, moi, j'ai inventé mon métier parce que personne ne le faisait. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est ce que tu dis là aussi, à un moment, vous proposez vous-même d'interagir avec des métiers que vous construisez et qui sont une véritable proposition dans ce paysage de demandes et d'instrumentalisation diverses. C'est aussi ça qui était important de montrer, c'est que l'artiste ou l'acteur, l'actrice devient force de proposition dans cet endroit-là. Mais c'est marrant parce qu'on a touché des trucs justement sur le modèle associatif et le modèle artiste et le passage du socioculturel au culturel et à l'artistique. Et je dirais que, pour moi, c'est à peu près au niveau des années 2000 où cette bascule s'est faite, où on est passé du graffiti hip-hop, c'est-à-dire qui était une occupation pour la jeunesse, et que dans toutes les MJC ou dans tous les centres sociaux, il fallait qu'il y ait une fresque graffiti, et qu'il y ait aussi un atelier de breakdance, ou qu'il y ait un atelier de rap. Et puis il y a eu une bascule quand les artistes ont commencé aussi à avoir à développer un travail plus singulier qui parlait au public directement, là où le graffiti parle surtout au graffiti, quoi. Et je pense que cette bascule elle s'est faite où on a commencé à utiliser le terme street art et à diversifier les pratiques. Et voilà, que le muralisme ensuite est arrivé. Enfin, bon, là, je fais un grand raccourci. Et peut-être, il nous reste, juste par rapport à la prochaine table ronde qui doit commencer à 11h15, c'est ça, hein, je vous propose qu'on déborde pas trop. Je prends juste 2 dernières questions parce qu'il y a des mains qui se sont levées, mais vous êtes rapides, s'il vous plaît. Pierre-Édouard et Christian, vous aviez des petites questions, je vous livre, et dans 5 minutes, on termine. Moi, j'avais pas de question, je voulais juste répondre sur la contribution plus ou moins directe à la fabrique de la ville néolibérale. En fait, moi, je voulais juste enfoncer des portes ouvertes par des sociologues gauchistes, sur cette question-là. En fait, c'est peut-être l'ouvrage le plus cité depuis la fin des années 90 de la sociologie française, de Luc Boltanski et F. Capello, le nouvel esprit du capitalisme, en fait. Pour répondre sur un plan un peu théorique, la thèse, c'est qu'il y a une récupération de la critique sociale et de la critique artiste dans le cadre du nouvel esprit du libéralisme, du néolibéralisme. Et je trouve que l'art urbain, on a des œuvres qui conjuguent à la fois cette critique artiste, cette critique sociale dans un processus de production. Bon, il y a un bon exemple avec la fresque de ma pote Caro la Lune, qui était montrée. L'idée, c'est de dire que personne n'ira me contredire quand je dis que ça contribue à l'attractivité touristique et économique des territoires, que l'art urbain, les œuvres vont servir une logique de compétition, de compétitivité des territoires en reconversion. Là encore, l'exemple de Saint-Denis, il est particulièrement frappant. Alors, bon, je voudrais pas être trop caricatural en expliquant que l'association le Mur 93 contribue directement à l'augmentation du prix de l'immobilier du foncier à Saint-Denis, mais bon voilà, c'est pas complètement, ce serait pas complètement outrancier de le dire, même si c'est très restreint. De façon plus générale, il y a des usages de l'art urbain quand même. Très 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 commun dans les projets de réhabilitation de sites industriels. C'est vraiment devenu la tarte à la crème, comme le disait Mathias. Et par ailleurs, c'est mon 3e point, pour garantir cette augmentation de la valeur, il y a quand même un truc que je voulais ressouligner. En fait, on peut quand même se demander si ça ne contribue pas au maintien de l'ordre social et symbolique dans l'espace public. Le fait que, de façon assez étonnante, plus on a de projets d'art urbain, plus on a de fresques légales, plus on a d'événements comme ces rencontres urbaines, et plus on a des passages systématiques, des tags dans les centres-villes historiques, dans les infrastructures de transport en commun, qui restent associés à un sentiment d'insécurité
fondées. Et donc voilà, il y a quand même une sorte de boucle. Enfin, ouais. On en continuera d'en parler tout à l'heure, mais il y a aussi des gens. Enfin, l'idée de cette table, c'était de montrer qu'il y a des gens qui avancent dans leur professionnalisation, qui se structurent et qui constituent de plus en plus aussi des interlocuteurs et des interlocutrices crédibles aux yeux des pouvoirs publics, qui peuvent essayer par leur projet, par la négociation. Et vous en avez parlé, de la négociation des conditions de travail et des conditions d'intervention, peut-être aussi peser dans cette production de la ville néolibérale, dont l'art urbain n'est ni la cause ni le seul fruit, mais peut-être essayer à certains endroits localement de réajuster les choses plutôt en faveur d'une différenciation ou d'une lutte contre l'aseptisation des villes, même si elle est parfois vaine, parce qu'en fait ça se joue peut-être des fois aussi ailleurs. Je vous propose, Christian, si tu n'en prends pas ombrage, qu'on s'arrête là pour qu'on ait le temps de faire une pause et qu'on puisse commencer la deuxième table ronde. Merci beaucoup Mathias et merci Thomasine, Loïc est là. Merci beaucoup.